Alors, nous avons fait le choix de vous présenter ce premier webinaire sur la loi de la partage de la valeur, puisque ça va être l'actualité de beaucoup d'entreprises en 2024. Donc, avec moi, Jérémy Guéraud, pour pouvoir vous présenter cette première session de formation. Il y en aura d'autres. Nous parlerons des prochaines à venir le mois prochain et surtout au mois de juin, une autre session qui sera en lien avec le partage de la valeur. Alors, le loi de partage de la valeur est venue effectivement modifier un certain nombre d'éléments sur la stratégie que l'on pouvait avoir de réflexion autour des outils de partage de la valeur ici pour les salariés, ceci sans aucun accès au capital. On a eu pendant très longtemps trois outils qui étaient utilisés de façon à pouvoir répondre à cet impératif-là. Le premier, c'était l'intéressement, la participation et enfin les primes de partage de la valeur. L'intéressement et la participation, l'un est obligatoire dans les entreprises de plus de 50, l'autre était un mécanisme purement volontaire jusqu'à présent, avec aujourd'hui un changement de paradigme puisque le totalement volontaire va devenir imposé pour un certain nombre d'entreprises, voire même pour la plupart. L'intéressement était utilisé de manière purement volontaire et pouvait être aussi utilisé non seulement comme une stratégie de composition de rémunération, voire même de complément de rémunération, allant jusqu'à toucher les chefs d'entreprise. L'intéressement, entendu de manière générale, c'était un dispositif qui s'adressait à tous les salariés, avec un dispositif qui était déclenché selon l'atteinte d'objectifs, des objectifs financiers, des objectifs extra-financiers. Ça veut dire qu'on pouvait aller chercher des paramètres tels que la qualité, tels que la RSE, même si dans le cadre des contrôles URSSAF, ces points-là pouvaient être parfois difficiles à défendre. Mais dans tous les cas, notre participation ne venait jamais comme étant un moyen de remplacer un élément de rémunération acquis ou qui viendrait à être applicable aux salariés, avec la possibilité de pouvoir arrêter un dispositif uniforme, un dispositif proportionnel au temps de présence ou encore aux rémunérations. Des avantages pour les bénéficiaires, puisque ce complément de revenu est exonéré d'impôt sur le revenu s'il faisait l'objet d'un placement sur un plan d'épargne salariale. Il est exonéré de cotisations sociales, hormis la CSG-CRDS. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, notre chef d'entreprise est bénéficiaire dans les entreprises de moins de 250 salariés. Du côté de l'entreprise, exonération également de cotisations patronales, pas de forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés, avec également des primes qui étaient déduites du bénéfice imposable. Donc on avait là un dispositif particulièrement incitatif. Le deuxième que l'on utilisait de manière traditionnelle, c'était la participation, qui est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Dans les moins de 50 salariés, on faisait des applications volontaires du dispositif. Et également, on avait la possibilité de faire accéder aux chefs d'entreprise ce dispositif-là, qui venait généralement s'appliquer dans les moins de 50 salariés en complément d'un intéressement, l'un sous déduction de l'autre. Mais en tous les cas, on avait une formule qui permettait de pouvoir distribuer de la richesse également, avec les mêmes avantages fiscaux d'exonération de charges, d'exonération d'impôt sur le revenu, également du côté des salariés, avec simplement le forfait social pour le coup, qui s'appliquait dans les entreprises de plus de 50 salariés, pas dans celles de moins. Ça, c'était le grand dispositif de la participation, qui est donc obligatoire dans les entreprises de 50 et plus, et dans les moins, on pouvait aller chercher cet outil-là d'optimisation de rémunération. Et enfin, on avait le package de la prime de partage de la valeur, qui a été d'abord la prime de pouvoir d'achat avant de devenir la PPV, avec cette capacité-là de pouvoir distribuer une fois par an une enveloppe répartie avec des critères assez souples, puisqu'on pouvait aller chercher de la classification, du temps de présence, de la rémunération, un système strictement égalitaire, avec, on reviendra tout à l'heure sur le sujet, des dispositifs d'exonération de cotisations sociales et des régimes sociaux particulièrement de faveur. Ces dispositifs-là, effectivement, étaient particulièrement souples, pour la plupart dans les entreprises de moins de 50, totalement volontaires dans leur application. Sauf qu'aujourd'hui, la prime de partage de la valeur, la participation et l'intéressement doivent être regardés désormais avec une réforme importante. La loi du 29 novembre 2023, qui correspond en réalité à la transposition
quasi fidèle d'un accord national interprofessionnel qui avait été conclu en février 2023. Cette loi-là est venue généraliser le partage de la valeur. Elle est entrée en vigueur pour l'essentiel de ces dispositions le 1er décembre 2023. L'objectif, attirer, fidéliser les talents au sein des entreprises avec un intéressement de plus en plus important, de plus en plus généralisé aux résultats de l'entreprise. Et cette loi-là est venue faciliter l'ensemble des dispositifs tout en les rendant contraignants pour des entreprises qui jusqu'à présent n'étaient pas concernées. Au-delà du volet salarial, la loi du 29 novembre 2023 est venue développer l'actionnariat salarié avec des dispositifs incitatifs. On y reviendra tout à l'heure de manière assez sommaire parce que ça fera l'objet d'un autre webinaire qui sera animé par notre département du cabinet. On a généralisé le partage de la valeur dans les entreprises, avec, dans les entreprises de moins de 50 salariés, un dispositif qui jusqu'à présent était totalement volontaire, qui va devenir contraignant. Puisque à partir du seuil de 11 salariés, vous allez avoir l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Le critère qui va être déterminant pour le coup, ce sera l'existence même d'un bénéfice régulier. On y reviendra tout à l'heure sur la notion du bénéfice régulier, sachant que les entreprises d'au moins 11 salariés et ce jusqu'à 49 salariés inclus ont encore un peu de délai pour pouvoir se mettre en conformité, puisque lorsqu'elles sont concernées par le déclenchement de bénéfices réguliers selon les critères qu'on verra juste après, vous allez devoir mettre en place les dispositifs de partage de valeur pour les exercices comptables qui seront ouverts à compter du 1er janvier 2025. Seulement quelques exceptions sur les entreprises qui seront concernées de manière contraignante par ce dispositif. Seulement les entreprises individuelles, elles sont exonérées, et également une forme particulière qui sont les sociétés anonymes de participation ouvrière. Ce sont les seules. Toutes les autres entreprises seront concernées, quelle que soit la forme sociale. Alors, qu'est-ce qu'un bénéfice régulier? Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le législateur a défini ce que c'était. Toutes les entreprises d'au moins 11 salariés qui réalisent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs seront dans l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Donc, ce point-là est assez contraignant. Il faudra faire des vérifications à compter du 1er janvier 2025, ce qui veut dire vérifier les exercices 2022, 2023, 2024, pour vérifier si vous avez atteint, oui ou non, ce seuil de 1% du chiffre d'affaires au titre du résultat, du bénéfice net fiscal, pour savoir si vous êtes concerné. Si vous l'avez atteint, 1er janvier 2025, il faut se mettre dans l'optique de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On peut mettre en place, si vous atteignez la condition des 3 exercices consécutifs ayant atteint ce seuil-là, vous pouvez mettre en place une participation volontaire. Donc, ce qui veut dire que vous allez appliquer le même dispositif qui existait dans les entreprises de moins de 50 salariés, dispositif strictement volontaire, possibilité d'admettre au bénéfice de la participation volontaire, mettre en place le bénéfice pour le chef d'entreprise, avec l'avantage de ne pas avoir de forfait social et avec tous les dispositifs incitatifs en termes de cotisation sociale, plutôt d'exonération. De même, qu'au titre de l'impôt sur le revenu, dès lors que les sommes sont placées sur un plan d'épargne salariale. Vous pouvez toujours mettre en place un intéressement, l'accord d'intéressement, qui est assez souple déjà, puisque la plupart du temps, vous allez le mettre en place pour des périodes de 3 ans, mais possible de descendre jusqu'à 1 année. Le faire par document individuel, unilatéral ou par accord d'entreprise. À ce titre-là, une précision ou plutôt une préconisation. La voie de l'accord doit, à notre sens, être privilégiée. Pour quelle raison? Parce que c'est un contrat qui est passé entre les salariés et l'employeur. Et ce contrat-là, c'est un contrat sur la performance de l'entreprise. Quelques mots sur l'intéressement pour pouvoir développer ce point-là. L'intéressement, on rappelle un point, c'est que là où la participation fonctionne sur une logique de formule légale fixée par le Code du travail en prenant un certain nombre d'indicateurs qui sont la valeur ajoutée, le bénéfice, les capitaux propres, l'intéressement, c'est l'entreprise qui va devoir fixer quel est son objectif à atteindre, que ce soit un objectif financier, un objectif extra-financier. Quand on parle d'extra-financier,
Un point important, c'est qu'il va falloir être en capacité de pouvoir objectiver l'objectif que l'on choisit. C'est-à-dire avoir une mesure indépendante, une mesure neutre de l'atteinte ou non d'un objectif, puisque à défaut d'objectif atteint, il n'y aura pas d'intéressement. Alors, généralement, par facilité, on va chercher des objectifs qui sont comptables, qui sont identifiables facilement dans les soldes intermédiaires de gestion ou dans un bilan ou dans une liasse fiscale, mais on peut aller chercher d'autres choses. On a des entreprises qui vont chercher la question dans le transport de la consommation de carburant. Nous avons dans certaines entreprises du bâtiment, dans les entreprises du secteur mécanique, nous avons des entreprises qui vont chercher, par exemple, le poste des malfaçons comme étant un objectif de réduction. Et là, le champ des possibles est très large. À partir du moment où on a une donnée vérifiable, une donnée objective, vous êtes en capacité de pouvoir bâtir un objectif de déclenchement. À partir du moment où vous avez fixé un objectif de déclenchement, vous allez ensuite fixer un mode de calcul de la masse globale à partager avant de déterminer des modalités de partage qui seront de manière uniforme, qui seront la prise en compte du temps de présence du salarié au cours de l'exercice, ou alors proportionnellement aux rémunérations perçues par les salariés. Donc l'intéressement garde toute sa vigueur ici. Par voie de contrat, même en réalité c'est un accord d'entreprise, qui soit signé avec des CSE, qui soit signé avec des délégués syndicaux ou qui soit approuvé à la majorité des 2 tiers, ceci sera engageant pour les salariés et ils verront un objectif clairement affiché pour pouvoir déclencher un intéressement à partager. Lorsque vous êtes concerné également par l'atteinte du seuil de 1% de CA au titre du bénéfice sur 3 années, vous allez pouvoir mettre en place une prime de partage de la valeur qui sera la version la moins lourde, la moins contraignante pour pouvoir répondre à cette obligation. Là, on y reviendra tout à l'heure, puisqu'il y a eu des assouplissements. Et enfin, vous pouvez satisfaire à votre obligation par un quatrième moyen, qui sera l'abondement à un plan d'épargne salariale. L'abondement avec le plafond maximal des 300%, c'est-à-dire le salarié place et l'employeur vient faire un abondement au maximum de 300%, ça fonctionne toujours et ça nous permet effectivement de satisfaire à l'obligation de mise en place du partage de la valeur. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, on change de paradigme. La loi ne nous détermine plus les conditions précises de mise en place du partage de la valeur, mais en réalité renvoie la responsabilité pour l'essentiel aux partenaires sociaux. Dans les entreprises de 50 et plus, vous avez déjà un dispositif de participation obligatoire dès lors que le seuil d'effectif a été franchi sur 5 années consécutives. Il y a une nouvelle obligation qui entre en vigueur pour les entreprises de plus de 50 salariés et une obligation que vous allez devoir mettre en place d'ici le 31 juin 2024. Vous allez devoir, dans les entreprises de 50 salariés et plus qui sont dotées de délégués syndicaux, vous allez avoir une obligation de mise en place d'une négociation supplémentaire, sachant que déjà les négociations annuelles obligatoires couvre environ 14 items dans le Code du travail, vous allez devoir rajouter donc cette nouvelle obligation dès lors que vous allez identifier un bénéfice net fiscal. Le bénéfice net fiscal exceptionnel est défini pour les entreprises de moins de 50. Dans celles de 50 et plus, vous allez devoir le définir dans un accord. Et lorsque vous allez le définir, vous allez prendre en compte le Code du travail et la réforme du 29 novembre 2023 nous donne un certain nombre d'indicateurs. Vous allez pouvoir faire référence à la taille de l'entreprise, au secteur d'activité, avec éventuellement la survenance d'une ou plusieurs opérations sur le capital. Vous allez définir ce que vous allez entendre par bénéfice exceptionnel. Vous allez pouvoir également prendre en compte un certain nombre d'événements qui interviennent au sein de l'entreprise pour pouvoir déterminer à partir de quand est-ce que nous sommes face à un bénéfice exceptionnel qui viendra débloquer l'obligation de mise en place d'un partage de la valeur dans les entreprises de 50 et plus. Dans ce cas-là, vous allez avoir plusieurs façons de répondre à cette obligation dès lors que vous aurez rempli la condition du bénéfice net fiscal exceptionnel. Vous allez pouvoir le faire soit par le versement d'un supplément de participation ou d'intéressement. Donc, dans ce cas-là, nous nous situons dans un accord de participation. Vous avez prévu dans votre accord la possibilité de déclencher, normalement de manière unilatérale, par décision de l'employeur et de l'organe délibérant, le versement d'un supplément d'intéressement.
ou de participation. Dans la participation 50 et plus, pas de problème, vous le fixez généralement par voie d'accord. Dans le cadre de l'accord d'intéressement, vous devrez prévoir la possibilité de versement de ce supplément d'intéressement de façon à pouvoir couvrir votre obligation. Ou alors, vous allez devoir ouvrir une négociation sur la mise en place d'un nouveau dispositif de partage. Donc, si vous avez déjà la participation, si vous avez déjà l'intéressement, il va falloir négocier soit sur la prime de partage de la valeur, ou il va falloir négocier, par exemple, sur les conditions d'abondement à des plans d'épargne salariale, PE, PERCO, et différentes formes que l'on peut rencontrer. Cette obligation, vous allez devoir la mettre en œuvre au plus tard au 30 juin 2024. Ce qui veut dire que plus tard, au 30 juin 2024, vous allez devoir déterminer ce qu'est une augmentation exceptionnelle du bénéfice, ceci dans le cadre des NAO que vous aurez à mener d'ici le 30 juin. Si vous n'avez pas de NAO sur cette période-là, il va falloir ouvrir une négociation spécifique pour pouvoir répondre à cette obligation. Ça ne concerne que les entreprises de 50 et plus qui ont des délégués syndicaux. Les 50 et plus qui n'ont pas de délégués syndicaux, ils vont devoir y participer et répondre à cette obligation-là de partage de la valeur avec des dispositifs en place, c'est-à-dire effectivement la participation, l'intéressement ou les conditions d'abondement. Précision étant faite, c'est que l'obligation d'ouvrir une négociation n'est pas une obligation de résultat. Vous aurez totalement la possibilité d'engager des négociations et d'arriver à un procès-verbal de désaccord avec les délégués syndicaux. Oui, bonjour à toutes et à tous. Maître Mias vient de vous présenter les différents dispositifs d'épargne salariale que nous connaissons tous, à savoir l'intéressement, la participation et la prime de partage de la valeur. Le législateur est venu créer, à l'occasion de cette loi de novembre 2023, un nouveau dispositif, le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Alors, ce dispositif n'est pour l'heure pas encore mobilisable puisque nous sommes dans l'attente de décrets qui sont à apparaître, donc il faudra rester attentif sur la publication de ces décrets qui vont nous apporter un certain nombre de précisions. Pour autant, on connaît déjà les caractéristiques principales de ce dispositif. Celui-ci permet une chose tout à fait nouvelle, c'est d'intéresser financièrement les salariés à la valorisation de l'entreprise. On a très peu de recul pour l'heure sur le dispositif. Pour autant, il nous apparaît pouvoir répondre à un objectif de fidélisation des collaborateurs. Les entreprises donc, peuvent mettre en place un accord donc, de partage de la valorisation de l'entreprise, sachant que c'est un dispositif qui demeure facultatif. Il n'y a aucune condition d'effectif requise par les textes, puisque l'accord peut être mis en place notamment par ratification par les 2/3 du personnel. Donc, à partir d'un salarié, on peut mobiliser ce dispositif. Il faut faire valoriser, et c'est le prérequis qui peut être assez lourd, notamment pour les sociétés qui ne sont pas dotées d'un commissaire aux comptes, il faut en premier lieu faire valoriser l'entreprise. Alors, soit on fait établir un rapport par le commissaire aux comptes qui est désigné au sein de l'entreprise, soit il va falloir que l'entreprise ou le groupe fasse désigner un commissaire aux comptes pour qu'il puisse valoriser l'entreprise à l'instant T. À partir du moment où on a valorisé cette entreprise et qu'on conclut un accord, s'ouvre une période de 3 ans qui sera déterminée par l'accord. Si on a valorisé l'entreprise, par exemple, à 1 million, on va fixer un objectif à atteindre sur les 3 ans. Ça peut être, par exemple, 10%, et on va fixer individuellement pour chaque salarié un montant de référence. Prenons un exemple qui sera parlant pour tout le monde. Je fixe à mon salarié un montant de référence à 10 000 euros. Mon entreprise, au terme des 3 ans, a une valorisation qui a grimpé de 20%. Le salarié percevra à ce moment-là une prime de 2 000 euros. Donc, on a vraiment ce souci-là de valoriser l'entreprise pour qu'il y ait un déclenchement. À partir du moment où la valorisation est négative, donc on a une dégradation de la valorisation ou que celle-ci est nulle, aucune prime n'est à verser. Pourquoi ce dispositif permet de fidéliser les collaborateurs? Puisque en fait, à partir le dispositif n'est ouvert que pour les salariés qui ont 1 an d'ancienneté au moment de la conclusion de l'accord. Pour ceux qui vont avoir 1 an d'ancienneté pendant la durée de l'accord, les salariés ne bénéficient pas de ce dispositif-là. Il en va de même pour les salariés qui quittent l'entreprise durant la période de 3 ans. Eux non plus ne bénéficieront pas de la prime. Donc,
ce dispositif s'adresse aux salariés qui ont déjà 1 an d'ancienneté et qui vont s'inscrire dans la durée puisqu'ils vont devoir rester à minima 3 ans dans l'entreprise pour en bénéficier. Donc, on est vraiment sur un outil qui permet une fidélisation de nos salariés. Comment est appréciée cette condition d'ancienneté? Elle est appréciée à la date de point de départ de la période de 3 ans. Donc, il faut que le salarié, au moment où on conclut l'accord, ait déjà 1 an d'ancienneté. Et elle est calculée en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés dans l'entreprise. La mise en place, comme je vous l'ai énoncé, 4 manières de pouvoir mettre en place cet accord. On a la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de travail. On peut conclure aussi cet accord avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise. On peut également conclure cet accord avec notre CSE. Et enfin, on peut recourir à la ratification à la majorité des 2 tiers. Cet accord doit être déposé pour pouvoir bénéficier des exonérations fiscales et sociales. On ne connaît pas encore le délai de dépôt de l'accord puisque celui-ci devra être fixé dans le cadre des décrets à venir. Quel est le contenu de l'accord? Des premières informations dans notre possession, on doit fixer le montant de référence auquel est appliqué le taux de variation. On doit également déterminer la formule de valorisation retenue pour chacun des salariés, la date d'appréciation de la valeur de l'entreprise, donc ce qui fixe le fameux point de départ des 3 ans, et enfin la date de versement de la prime. Sachant qu'au terme des 3 ans, s'ouvre une période de 7 mois au cours de laquelle on va déterminer le montant d'augmentation de la valorisation et le montant des primes à distribuer pour chacun des salariés. Le versement de la prime devra intervenir dans les 12 mois qui suivront la détermination du montant pour chacun des salariés. Quels sont les indicateurs de référence qui peuvent être retenus? On a l'excédent brut d'exploitation. On peut encore avoir une année de chiffre d'affaires à multiplier par an par le coefficient. On peut retenir une situation nette comptable, tout un tas d'indicateurs financiers. Le législateur est venu nous indiquer qu'à défaut de formule précisée par l'accord, ce qui est retenu, c'est le montant de l'actif net réévalué qui figure au dernier bilan comptable. Ce dispositif suit en termes d'avantages fiscaux et sociaux les dispositifs d'intéressement et de participation. Donc, on a des dispositifs qui sont extrêmement incitatifs et le salarié va pouvoir verser cette prime si un plan d'épargne entreprise est ouvert ou un plan d'épargne retraite sur celui-ci et bénéficier, là encore, d'une exonération d'impôt sur le revenu. Pour les entreprises, les avantages sont loin d'être anodins puisqu'on a une exonération de cotisation sociale qui s'applique sur cette somme, on a une exonération de forfait social, on a un seul assujettissement, c'est un assujettissement à hauteur de 20% des primes distribuées et qui sont allouées à la Caisse nationale de retraite, à la CNAF. Voilà pour ce nouveau dispositif. Donc, je pense qu'il est opportun de commencer à réfléchir au sein de chacune des entreprises pour voir si celui-ci peut être mobilisé. C'est sûr que ça aide si on est déjà doté d'un commissaire aux comptes. Et une fois qu'on aura connaissance des décrets, voir quelles sont nos obligations et comment les mettre en place de manière plus précise et surtout sur le côté pratique. S'agissant du deuxième dispositif que nous connaissons tous, à savoir la prime de partage de la valeur. Pour vous rappeler quelques données chiffrées qui sont intéressantes, c'est que depuis sa création, alors vous avez tous connu la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, devenue la prime de partage de la valeur, on a la somme de 4,4 milliards d'euros distribués sur le territoire national français, dont 2 milliards versés dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc on voit qu'on a un dispositif qui est extrêmement utilisé par les entreprises et ce qui a incité le législateur à venir apporter quelques modifications et surtout une certaine souplesse aux entreprises. On a désormais la possibilité de placer toute ou partie de la prime de partage de la valeur dans un plan d'épargne salariale ou dans un plan d'épargne retraite entreprise. Pour l'heure, nous sommes là aussi en attente d'un décret qui viendra préciser les modalités d'information des salariés sur cette possibilité-là et surtout le délai offert aux salariés pour pouvoir se positionner sur le bénéfice et le versement immédiat de la prime ou sur le placement de la prime de partage de la valeur sur le plan. Les sommes qui seront placées sur ces 2 plans seront exonérées d'impôt sur le revenu.
ce qui est un avantage non négligeable pour le salarié, surtout pour les salariés qui ont une rémunération annuelle supérieure à 3 SMIC, et donc ils sont donc concernés par l'imposition sur le revenu. Donc, comme je vous le disais, l'employeur devrait informer le salarié des sommes qui lui sont attribuées et du délai dont il dispose. Le législateur a donné pour le moment comme indication que le délai devrait suivre celui applicable au régime d'intéressement et de participation, à savoir un délai de 15 jours à partir du moment où on a porté à la connaissance du salarié le montant lui revenant. Alors, on pourra mettre en place un abondement, là aussi volontaire et qui est facultatif, donc par l'employeur sur le plan épargne entreprise, dans le cadre du versement de la prime de partage de la valeur. La souplesse majeure qui est venue créer le législateur, c'est la possibilité de verser 2 primes de partage de la valeur par année civile. On nous disait pour l'heure, vous avez le droit de verser une prime de partage de la valeur qui peut faire l'objet de plusieurs versements, tant qu'il n'y a qu'un seul versement au maximum par trimestre. Ce qui offrait peu de souplesse, puisque, prenons l'exemple d'une entreprise qui souhaitait verser à hauteur du plafond de 3 000 € et qui souhaitait mettre en place une prime de partage de la valeur, par exemple au mois de mars de l'année, et qui n'avait que très peu de visibilité sur ses résultats de l'année et qui versait que 1 000 €. Ben, celle-ci était bloquée jusqu'au 31 décembre, quand bien même elle aurait souhaité verser une enveloppe supplémentaire, puisque la prime de partage de la valeur unique avait déjà été versée. Le législateur est venu offrir une souplesse, à savoir la possibilité de verser 2 primes de partage de la valeur par an, qui peuvent être d'un montant inégal. Vous pouvez très bien, reprenons l'exemple d'un versement à hauteur du plafond de 3 000 €. Vous pouvez verser dans un premier temps 1 000 €, puis plus tard de l'année, parce que vous avez une certaine visibilité, venir compléter dans le cadre d'une autre prime de partage de la valeur à hauteur de 2 000 €. Les critères de modulation demeurent inchangés. Donc, pour vous rappeler succinctement ces critères de modulation, nous avons 5 critères. Nous avons la rémunération, nous avons également l'ancienneté, la durée de présence sur les 12 mois écoulés, le niveau de classification et enfin la durée du travail. Quelques petits retours sur les premiers contrôles URSSAF que nous avons à ce sujet. Le bulletin officiel de la sécurité sociale nous expliquait que les écarts ne devaient pas être disproportionnés. C'est effectivement un point qui est vérifié par les URSSAF dans le cadre des contrôles. Alors, on ne nous donne pas de règles précises, c'est un peu au libre arbitre de chacun des contrôleurs. Mais c'est un critère en tout cas qui est vérifié, comme l'application stricte des critères de modulation. S'agissant des plafonds et des planchers, nous avons un plancher qui est à 1 €. Nous avons un plafond qui est à 3 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas dotés d'un accord de participation ou d'un accord d'intéressement, donc à titre volontaire. Et nous avons un plafond également à 6 000 € pour les entreprises de plus de 50 salariés qui sont dotés à titre volontaire d'un accord d'intéressement. La prime de partage de la valeur relève toujours d'un régime fiscal et social de faveur, puisqu'elle est exonérée de cotisations sociales salariales et patronales dans la limite de 3 000 € par salarié et par année civile. Donc, comme je l'expliquais, ce plafond est porté à 6 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ont mis un accord d'intéressement ou de participation, on le rappelle, à titre volontaire, puisque celui-ci n'est pas obligatoire, ou dans les entreprises de plus de 50 salariés ayant mis en place un accord d'intéressement. On a une exonération de forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés, pour les entreprises de moins de 50 salariés également, et pour les entreprises de plus de 50 salariés, de moins de 250 salariés, le régime de faveur sociale a disparu pour partie, puisque la prime de partage de la valeur est assujettie à la taxe sur les salaires, mais également au CSG, à la CSG et à la CRDS. Enfin, on a une exonération d'impôt sur le revenu dans le cas d'une affectation de la prime sur le plan d'épargne salariale, donc création du législateur dans le cadre de la loi de novembre 2023. Alors, on revient sur l'intéressement et la participation avec un certain nombre de mesures en faveur de ces deux dispositifs-là qui sont contenus dans la loi de novembre 2023 sur le partage de la valeur. Quelques items à ce sujet. Le premier point qui posait de vraies difficultés lorsqu'on y recourait, notamment en cas de contrôle URSSAF,
C'est qu'aujourd'hui, les dispositifs de participation et d'intéressement ont été conçus de façon à pouvoir permettre une mise en valeur ou une priorisation sur les bas salaires de l'entreprise. On avait la possibilité d'avoir un certain nombre de modulations qui étaient en général des règles de proportionnalité par rapport au montant des salaires. Désormais, le texte nous permet, en cas de répartition proportionnelle au salaire, de fixer désormais un salaire plancher, un salaire plafond, voire même les deux, un plancher et un plafond, qui vont servir de base de calcul à la prime d'intéressement ou à la prime de participation. Ce point-là est important parce que jusqu'à présent, les constructions étaient assez empiriques et les contrôles URSSAF ont donné des résultats assez aléatoires. Désormais, l'employeur va être en capacité, plutôt les partenaires sociaux, lorsqu'ils vont mettre en place l'intéressement et la participation, ils vont pouvoir aller chercher ces dispositifs pour pouvoir favoriser notamment les bas salaires. Ce sont les bas salaires qui ont été visés par le texte. Il y a un deuxième item qui est venu, qui a été impacté par la réforme, c'est la question des avances en matière de participation et surtout d'intéressement. Très souvent, les accords d'épargne salariale prévoient des dispositifs permettant de faire des versements en avance de phase avant la clôture de l'exercice comptable pour pouvoir permettre aux salariés de bénéficier d'une somme en cours d'année. Parfois, c'était aussi un moyen auquel nous avions recours pour pouvoir gommer des disparités ou venir rattraper quelques loupés. Là, désormais, le système est clairement arrêté dans le cadre de la loi du 29 novembre 2023, avec la possibilité qui est consacrée de verser des avances périodiques, et ceci sous des échéances qui ne peuvent pas être inférieures au trimestre. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas faire plus de 4 versements sur l'année. Gardons à l'esprit quand même que le système des avances périodiques à valoir sur la participation et l'intéressement sont parfois hasardeux. Déjà, premièrement, il faudra l'accord des salariés pour pouvoir verser l'avance périodique. Mais surtout, n'oublions pas que si un salarié venait à percevoir des sommes au titre des avances qui seraient supérieures aux droits finalement accordés au terme de la période de référence par application de la formule de calcul de l'intéressement, ou parfois même par non-atteinte de l'objectif d'intéressement, de la même manière sur la participation, d'avoir versé des sommes qui seraient supérieures à la partie légale, à la formule légale ou dérogatoire si on a choisi une formule dérogatoire. Ces avances-là, il faut les traiter de la manière suivante. Si le salarié a perçu en direct les sommes, il doit les restituer, l'excédent. Cet excédent-là, soit ça fait l'objet d'un versement, soit ça fait l'objet de retenues sur salaire. Mais le plus problématique, c'est lorsque les sommes ont été investies sur un plan d'épargne salariale, PE, PERCO, quelle que soit la forme. La somme excédentaire perd la nature de prime d'intéressement ou de prime de participation. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans la situation de devoir retraiter socialement et fiscalement les sommes. Et donc ces sommes-là reprennent la forme qu'elles auraient dû avoir depuis le départ, c'est-à-dire du salaire. Donc, toute la stratégie que l'on met en place pour pouvoir bénéficier de versements de sommes avec des dispositifs fiscaux et sociaux allégés, voire même parfois inexistants, puisqu'on est sur de l'exonération pure et simple, eh bien, effectivement, on fait machine arrière avec ces avances-là. Donc, attention sur les avances, attention sur le montant, attention sur le principe même de l'avance. Parce que si, et je l'espère, les accords d'intéressement doivent avoir une formule de calcul qui est aléatoire sur l'atteinte de l'objectif, si l'aléa est beaucoup trop grand, abstenez-vous de faire des versements périodiques d'avance, parce que sinon, il faudra retraiter socialement les sommes et fiscalement également. Et surtout lorsque il y a une affectation sur un plan. Donc, ce point-là, oui, il y a un assouplissement sur les versements d'avance, mais attention aux conséquences financières derrière. Également, vous avez un autre item qui a été bougé. On le sait, les dispositifs que nous avons, aussi bien la participation que l'intéressement, le Code du travail offre la possibilité d'intégrer des conditions d'ancienneté. Conditions d'ancienneté qui sont généralement au maximum de 3 mois que l'on peut intégrer dans l'accord. Désormais, avec la réforme, vous allez avoir la possibilité de venir adapter ces conditions de décompte de l'ancienneté, principalement pour les salariés temporaires.
où effectivement, on va venir aller chercher les différents contrats qui ont pu être conclus, les différentes missions, pour pouvoir décompter notre délai au maximum de 3 mois. Également, sur la participation, il y a un point important qui a été adopté dans le cadre de la réforme, c'est la manière dont on articulait le franchissement du seuil de 50 salariés avec l'existence, plutôt la préexistence de dispositifs d'épargne salariale. Je m'explique. Lorsque vous franchissez le seuil de 50 salariés pour la première fois, l'intéressement avec la loi Pacte, pardon, la participation devient obligatoire dès lors que le seuil de 50 salariés a été atteint sur 5 exercices consécutifs. Vous avez atteint les 5 ans, et là, vous avez l'obligation de mettre en place un accord de participation. Si vous ne le mettez pas en place, il faut appliquer ce qu'on appelle le régime d'autorité, qui est équivalent et qui applique la formule légale en matière de participation. Sauf que nous avions des entreprises qui parfois étaient déjà dotées d'un accord d'intéressement. Ces entreprises-là qui bénéficiaient d'un accord d'intéressement, eh bien, lorsque vous l'aviez conclu et que vous étiez pendant la période triennale, puisque c'était la durée habituelle des accords d'intéressement, au moment du franchissement du seuil, eh bien, en réalité, vous aviez 5 ans, plus 3 ans pendant lesquels vous pouvez avoir un accord d'intéressement existant. Donc, au final, vous étiez en train de décaler dans le temps au maximum à 8 ans la mise en place du dispositif de la participation, qui parfois peut être beaucoup plus coûteux selon les critères que l'on a dans la formule légale de la participation, avec les bénéfices et capitaux propres, la valeur ajoutée de l'entreprise, etc. Donc, parfois, la stratégie, c'était à la veille quasiment de franchir le seuil d'effectif de 50 salariés sur 5 exercices consécutifs, eh bien à la veille, nous avions conclu un accord d'intéressement, ce qui nous permettait à nouveau de reporter de 3 ans l'obligation de mettre en place l'accord de participation. Là, aujourd'hui, maintenant, le législateur a coupé court à cette pratique-là, puisque désormais, c'est la fin de la possibilité de reporter l'obligation de mise en place de l'accord de participation. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'aujourd'hui, l'objectif du législateur, c'est un partage accru et aussi bien en nombre qu'en montant du partage de la valeur. Eh bien, maintenant, vous allez devoir articuler deux dispositifs et non pas dire c'est l'un à la place de l'autre. Ce qui veut dire que si par cas, vous avez un accord, vous êtes en cours de franchissement du seuil de 50 salariés sur 5 exercices consécutifs, mais il va falloir surtout pas renouveler votre accord d'intéressement, puisque sinon, on aurait un cumul des deux. La seule option qui resterait, mais sous réserve d'obtenir un accord, ça serait que désormais l'intéressement viendrait simplement être versé pour la partie excédentaire de la participation. Mais encore faut-il être en capacité de négocier un tel accord dérogatoire, parce que là, pour le coup, vous venez rogner les avantages consentis aux salariés. Et donc, les représentants du personnel, ce n'est pas évident qu'ils acceptent de signer l'accord. La seule possibilité qu'il y aurait, c'est même pas la dénonciation, puisque l'accord est à durée déterminée. Donc, surtout, faites attention, si vous êtes dans une logique de franchissement du seuil de 50 salariés de manière pérenne, ne reconduisez pas les accords d'intéressement à partir de la deuxième année incluse de franchissement du seuil de 50. Sinon, vous serez condamné à la mise en place des deux dispositifs de manière cumulative. Il y a également un autre point qui a été assoupli, c'est l'application des formules de calcul en matière de participation dans les entreprises de moins de 50 salariés. Le texte est venu créer une période expérimentale pendant 5 années, pendant lesquelles, dans les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaiteraient donc faire une application volontaire du régime de la participation, il sera possible de fixer une formule de calcul de la participation qui sera inférieure en montant et moins avantageuse que la formule légale. Sachant que jusqu'à présent, nous avions un régime d'équivalence des avantages consentis, ce qui veut dire que la formule légale, qui est, je la rappelle, c'est une formule de calcul de réserve spéciale de la participation qui est basée sur les bénéfices nets, les capitaux propres de l'entreprise, sur la masse salariale et enfin sur la valeur ajoutée. On nous disait que toute formule dérogatoire doit obligatoirement être au moins équivalente que la formule légale de calcul de la RSP donnerait. Là maintenant, dans les entreprises de moins de 50 salariés, vous pourriez mettre en place une participation avec tout le régime de la participation, avec tous les avantages que cela emporte, avec la possibilité de le cumuler avec l'intéressement notamment,
Désormais, vous pourrez avoir un système qui sera moins favorable. Ceci, ce sera que pendant une période simplement de 5 années, de manière totalement expérimentale. Également, un point, les partenaires sociaux, alors on le sait depuis très longtemps, le législateur donne à chaque fois des missions aux branches, notamment en matière d'épargne salariale. On a eu des dates d'échéance en 2019 avec la loi Pacte, on a eu des dates maintenant d'échéance avec la loi sur le partage de la valeur. Les partenaires sociaux sont censés se saisir du sujet de la participation et des dispositifs de manière générale d'épargne salariale pour pouvoir permettre aux entreprises de faire des applications directes dans leurs entreprises de ces dispositifs. Donc en réalité, la branche donc, négocierait un dispositif et l'employeur serait en capacité de pouvoir reprendre à son compte le dispositif en interne par voie de document unilatéral ou par voie d'accord d'entreprise qui viendrait simplement viser le dispositif de la branche. Sauf que, on le sait, les branches ne sont pas toutes égalitaires sur ce point-là, puisque vous n'avez pas la dynamique parfois suffisante dans la branche d'activité pour pouvoir se saisir du sujet. Et puis encore faut-il parvenir à des négociations conclusives, ce qui est loin d'être le cas. Donc, à nouveau, le législateur donne la mission aux branches de tenter d'instaurer une négociation en vue de créer des dispositifs de participation facultatifs, puisque nous sommes dans les entreprises de moins de 50 salariés. Et l'initiative doit venir dans le texte de la partie patronale. La partie patronale doit proposer l'engagement de négociation le 30 juin 2024. À défaut, ce seront les organisations salariales qui mettront en place et proposeront l'ouverture de la négociation. Mais au final, on se rend compte que ça fonctionne assez peu. Donc, surveillez vos branches pour éventuellement vous inspirer du dispositif qui serait instauré par les partenaires sociaux au niveau national, mais ne comptez pas trop dessus. Le vrai succès de ces mesures-là, c'est de toute façon une adaptation au niveau de l'entreprise. Donc, il faut recourir à l'accord d'entreprise bien plus que d'attendre quoi que ce soit de la branche qui, très souvent, fera preuve d'inertie, parfois de manière idéologique, parfois par tout simplement une crispation entre les partenaires sociaux. Donc l'accord d'entreprise sera très souvent la solution à laquelle vous allez devoir recourir. Jérémy, vous le rappelez juste avant, les modalités qui existent en matière de prime de partage de la valeur pour la mise en place du dispositif de la participation volontaire dans les entreprises de moins de 50, ce sont les mêmes que l'on retrouve ici, puisque vous allez devoir négocier soit avec des délégués syndicaux, soit vous allez passer par la voie du CSE, soit vous allez passer par la voie de l'approbation du projet d'accord proposé par la direction à la majorité des 2/3 du personnel. Avant de poser le sujet des dispositifs d'implication au capital, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il faut en retenir effectivement qu'aujourd'hui, le partage de la valeur, vous n'allez pas pouvoir vous en exonérer dès lors que nous sommes dans des entreprises de au moins 11 salariés. On change de paradigme, puisque jusqu'à présent, les 11 à 49 salariés étaient exonérés du caractère obligatoire. Donc ça, c'est un point important qui vient modifier complètement l'approche. On vous a parlé d'un certain nombre de dispositifs supplémentaires pour le coup, pour les entreprises qui seront les plus incitatives et les plus novatrices, notamment avec le dispositif du partage de la valorisation de l'entreprise. Sauf qu'au final, dans la plupart des entreprises, il va falloir de nouveau revenir à notre triptyque qu'on vous présentait au début de notre webinaire, la participation et ou l'intéressement et ou le partage de la valeur, la prime de partage de la valeur. Un bon système d'intéressement est un système qui s'anticipe pour le coup et sur lesquels il va falloir donner sa véritable vocation. L'objectif de l'intéressement, c'est d'aller chercher une performance, une surperformance, puisque dans une entreprise de 50 salariés ou même de moins de 50, si vous mettez en place un système avec une quasi-automaticité dans la règle de calcul qui sera la participation, l'intéressement, lui, va vous permettre d'aller chercher des objectifs financiers ou extra-financiers qui vont engager les salariés, engager notamment l'encadrement de votre entreprise pour pouvoir venir déclencher les dispositifs complémentaires. L'intéressement, donc, il faut le penser sur le long terme et surtout, il faut avoir une vraie stratégie derrière.
quels sont les éléments d'amélioration des indicateurs financiers ou extra-financiers d'une entreprise qui vont effectivement permettre d'avoir une plus grande valeur au sein de l'entreprise avec une logique de répartition. Donc l'intéressement, à la différence de la participation, ce sera une réflexion sur le long terme. Donc vous mobiliserez vraisemblablement pour pouvoir satisfaire à la nouvelle obligation de partage de la valeur ces 3 dispositifs-là, mais il y a également d'autres dispositifs qui peuvent être mis en place. Pour le coup, on sort de la logique purement employeur-salarié et on passe sur des dispositifs d'implication au capital. 5 points ont été revus par la loi de partage, sur le partage de la valeur, avec des instruments financiers et des instruments de capital que l'on peut mobiliser au sein de l'entreprise. Il y en a 5 qui ont été visés. Les fonds communs de placement de l'entreprise, aussi bien de manière récurrente ou dans le cadre de la reprise. Les attributions gratuites d'actions ont été également significativement modifiées, de même que la logique des stock options. Là, pour le coup, on est sur les grandes entreprises. Et également, pour les créateurs d'entreprises, la possibilité de mobiliser tous les bons de souscription de parts, notamment dont bénéficient un certain nombre de collaborateurs qui sont généralement le top management. Ces 5 dispositifs-là, le département corporate du cabinet vous propose de vous les présenter en juin 2024, de façon à avoir une vision précise et peut-être avec un peu plus de recul, notamment avec des décrets à parvenir. Vous recevrez toutes et tous, une invitation pour pouvoir y participer. Là, on est sur une logique qui est un peu différente. Non seulement vous allez avoir des salariés qui seront bénéficiaires d'un certain nombre de dispositifs du partage de la valeur comme on les a présentés depuis le début de notre intervention. En revanche, vous allez ajouter là, pour le coup, pour votre top management, une logique de partage du capital qui peut exister dans un certain nombre d'entreprises, généralement avec, soit au stade de la création, soit avec une maturité assez avancée pour pouvoir se permettre de partager le capital. Donc, on recevra une invitation sur ce prochain webinaire qui sera consacré à ces instruments-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le partage de la valeur. On va répondre aux questions s'il y en a. Je regarde la fenêtre de conversation. Donc, nous avons déjà répondu à la question du plancher et du plafond en ce qui concerne la prime de partage de la valeur. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les taper dans la fenêtre de conversation. Est-ce qu'on peut envoyer la présentation? Oui, on va l'inclure dans les fichiers. Pas d'autres questions? Non, je vois personne qui tape dans la fenêtre. Une Oui. petite précision pour le plan de partage de valorisation de l'entreprise, il existe un plafond individuel qui est égal à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale. Heureusement, quand même des montants significatifs. Oui. Ok, bah écoutez, merci de votre participation à tous. Merci. Nous sommes à votre disposition. Sur la dernière slide, vous avez un formulaire de contact. Vous avez également les numéros de mobile des personnes qui vous ont présenté ce matin ces slides. Écoutez, au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire. Le prochain, en social, sera consacré à la question des congés payés et le nouveau serpent de mer du traitement des congés payés pour les salariés qui ont bénéficié de période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Merci, bonne journée.